Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact, votre rendez-vous quotidien consacré à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, la rénovation énergétique des bâtiments, un domaine clé dans la lutte contre le réchauffement climatique pour le gouvernement. De nombreux mécanismes financiers incitatifs sont mis en place et pourtant ils sont encore mal compris des artisans du secteur. Premiers acteurs de ce défi, comment mieux les armer? Réponse dans un instant avec Fabio Rinaldi, président du directoire de Big Mat France. À quoi sert vraiment un responsable RSE? Le capitaine de la stratégie sociale et environnementale des entreprises, c'est lui. Mais quelle place tient-il vraiment dans la hiérarchie d'une entreprise? Et comment arrive-t-il à mettre en place une feuille de route responsable, bien sûr, mais aussi rentable pour l'organisation? Nous poserons toutes ces questions à deux directrices RSE tout à l'heure. Enfin, dans Smart Ideas, des solutions concrètes pour la jeunesse. Aider les jeunes en difficulté économique et familiale, redonner du sens à leur avenir, c'est l'objectif de l'organisation You Deserve It. Nous recevrons sa fondatrice en toute fin d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'invité du jour. Notre premier invité est Fabio Rinaldi, président du directoire de Big Mat France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Impact. Vous venez nous voir à l'occasion d'une étude OpinionWay pour Big Mat, les artisans face à la rénovation énergétique. On le sait, de nombreux dispositifs d'État ont été mis en place pour favoriser donc la transition des bâtiments. Ce qu'on apprend dans votre étude, Fabio Rinaldi, c'est que les artisans, eux, ont du mal à les comprendre et à se les approprier. 2/3 les considèrent trop compliqués. Est-ce que cette étude vous inquiète, Fabio Rinaldi ? Alors, elle est pas inquiétante, elle est plutôt encourageante, parce que déjà on part sur une base qui suscite l'enthousiasme, puisqu'on a un plan de relance dans cette période. Un plan de relance dans lequel 200 milliards, dans lequel il y a, on va dire, divisé en 3 parties, et il y a au niveau de tout ce qui est écologie, rénovation énergétique, déjà 7 milliards qui vont être injectés par l'État. Donc on fait des choses. Donc on fait des choses, et c'est du factuel. Voilà. Maintenant, c'est bien de le faire, il faut l'expliquer, et il faut, je dirais, pour les artisans, faire quelque chose d'assez simple dans l'explication, dans le suivi de dossier, parce qu'il y a une partie administrative, et puis ensuite pour pouvoir le relayer auprès des clients. Donc c'est bien, on a fait cette étude parce qu'on était très soucieux de faire un état des lieux. Parce que lorsqu'on voit ce qui est fait, eh bien, évidemment que c'est en faveur de la filière de la construction, mais aussi, surtout, de ce plan d'efficacité énergétique. Et c'est donc très concret. Maintenant, il faut que ça redescende aux acteurs de la filière et également à l'ensemble des Français. Vous disiez le mot simplifier, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, ces incitations publiques, ces dispositifs sont encore trop complexes? Comment expliquer que 2/3 de ces artisans, c'est ce que dit l'étude, ont encore du mal à appréhender ces dispositifs? Alors c'est vrai que ce qui est encourageant, c'est qu'il est plutôt jugé comme efficace et même suffisant. Donc c'est déjà une bonne base de départ. Par contre, un artisan, il aime se sentir utile, il est pragmatique, il est dans l'action, il aime la relation avec ses clients. Quand vous commencez à toucher toute la partie administrative de constitution de dossier, qui est légitime, parce que lorsque vous injectez des fonds, il faut pouvoir le contrôler, et bien là, ça devient plus difficile. Et puis, le dispositif, il touche à l'ensemble de la profession. Donc, dans les plus grands et les plus petits. Et puis dans l'efficacité énergétique, vous touchez le chauffage, vous touchez l'éclairage, l'isolation. Enfin, vous avez un champ d'action qui est très large et qui touche d'ailleurs différents types de professions chez les artisans. Et c'est, je crois, c'est là, sur ces domaines-là, qu'il va falloir communiquer, être très pédagogue. Bon, les Français ne connaissent pas encore complètement ce dispositif. On en entend parler. On le voit ça aussi dans votre étude. On parle des artisans. Il y a aussi en effet un chiffre sur les Français. 76%, il me semble, des Français connaissent eux aussi assez mal finalement ces dispositifs incitatifs. C'est ça. Vous avez, on va dire, les 3/4 des Français qui aujourd'hui, ces dispositifs, ils en ont entendu parler, mais ils ne le connaissent pas forcément. Donc, notamment les derniers dispositifs de type MaPrimeRénov'. Nous avions auparavant les C2E, l'isolation à 1 euro. Donc on le voit, tout ceci s'est mis en marche et a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, si on veut vraiment un plan d'action solide avec des résultats, parce qu'on a 30 millions de logements,
à rénover. Dedans, vous avez aussi des passoires énergétiques. Si on veut des vrais résultats, eh bien, il faut agir. Et on a commencé avec cette isolation. Et on le voit, c'est un marché très actif. Mais il faut aller plus loin. Et c'est l'objet de ce plan de relance avec des dispositifs comme MaPrimeRénov', des dispositifs également pour les entreprises qui souhaitent faire des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique de leurs établissements. Voilà, donc de la pédagogie et auprès des Français de la communication. Auprès des Français, donc de la communication, c'est ce que vous dites, Fabio Rinaldi, auprès des entreprises, on va rester là-dessus. Oui. Comment mieux alors les aider? Parce que c'est beaucoup de TPE qui sont concernés par votre étude. Oui. J'imagine que ces sujets-là sont peut-être en effet plus difficiles à appréhender pour des petites structures que des gros géants du secteur, j'imagine, qui eux, voilà, la charge administrative est plus facile à gérer. Comment les aider alors, ces petits acteurs, à mieux appréhender ces dispositifs? Ça passe, je vous le dis, par de la communication. Par la pédagogie, de la formation. Par la pédagogie sur nos points de vente, sur l'ensemble des points de vente. Big Mat sont 300 points de vente en France, sur l'ensemble de nos points de vente. C'est la formation de nos équipes, puisqu'il faut que ça parte aussi depuis nos équipes vers leurs clients installateurs. Et puis l'accompagnement. Je vous cite un exemple d'un adhérent en Vendée qui, étant donné qu'on va toucher le particulier, a ouvert un point de vente dédié à l'efficacité énergétique dans un centre commercial. Donc là, vous expliquez directement au client final qui ensuite va remonter auprès de son artisan, demander, et l'artisan, il vient s'informer chez nous. Donc c'est toute une chaîne d'information qu'il faut bâtir. Alors elle existe, mais il faut accélérer. Vous diriez qu'il y a une différence, en effet, entre les géants, c'est ce que je disais, les plus gros acteurs du secteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous le dites, la transition, elle est en marche. Et pourtant, les solutions sont là, elle est en marche, les dispositifs incitatifs sont là. Et pourtant, ça prend un peu de temps. Comment on explique ce retard quand même entre ces petits artisans et ces géants du secteur? Alors, je dirais que sur tous les dispositifs qui pouvaient exister jusqu'à présent, vous aviez de grandes entreprises, de grands acteurs sur le marché pour l'isolation notamment des combles. Maintenant, sur tous les nouveaux dispositifs, c'est en train de se structurer. On passe également sur l'isolation par l'extérieur des bâtiments. Donc, vous avez aussi pour certains des structures qui sont déjà en place. Vous parlez des géants. Je ne sais pas si ce ne sont pas forcément les géants, ce sont plutôt peut-être les majors, mais ils ont aussi d'autres chantiers aujourd'hui. Ouais. Le secteur de la construction étant, même le neuf, prend en compte l'efficacité énergétique, étant assez dynamique, ces majors sont déjà bien occupés, on va dire, sur les projets, les grands projets. Donc il y a vraiment une carte à jouer pour les artisans, parce que c'est l'artisan, le géant, il ne va pas toucher, je dirais, le français ou Madame Michu, si vous permettez, c'est l'artisan. L'étude que nous avions réalisée l'année dernière montrait que c'est la proximité, c'est le bouche à bouche. Et le bouche à bouche, vous le faites à travers l'artisanat, vous ne le faites pas à travers des majors. Et Fabio Rinaldi, est-ce que l'artisan a compris qu'il avait quelque chose à gagner de cette transition énergétique, notamment financièrement, évidemment, ce qui intéresse aussi une entreprise, c'est la performance économique qu'elle peut réaliser. Est-ce que ça, c'est bien entendu par ces petits chefs d'entreprise, qu'ils ont quelque chose à y gagner ? Oui, ils estiment d'ailleurs aujourd'hui qu'ils ne se sentent pas capables d'être le relais. En fait, ils doutent d'eux-mêmes. Néanmoins, si vous regardez, 70% d'entre eux disent qu'ils font déjà quelque chose sur l'efficacité énergétique. Donc oui, ils ont conscience. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation, et quand je dis aujourd'hui, c'est Covid et depuis 12-18 mois, dans une situation d'un marché dynamique où il y a déjà de l'efficacité énergétique. Et donc, ils sont déjà alimentés par ce qui existait et ce qui est en train de se terminer. Donc, on est un peu dans une période de transition. Voilà. Et c'est cette période de transition où il ne faut pas se louper avec les artisans. Donc, oui, ils en ont conscience. Ils se sentent promoteurs, mais ils ont peur. Ils ont peur, ils ne sont pas à l'aise avec le dispositif. Le frein, il est là. Il est de faire sauter ce verrou de la crainte de pouvoir parler du dispositif et de tout ce qui suit derrière auprès du client final. Faire sauter cette peur, Fabio Rinaldi. Quel est le principal enjeu quand on parle rénovation énergétique des bâtiments? Vous en avez un peu parlé. C'est celui de l'énergie, vous diriez? C'est celui-là le principal enjeu? Principalement, c'est la consommation effectivement d'énergie. Et donc, c'est l'ensemble du package de la maîtrise de la consommation d'énergie à laquelle on s'attaque sur tous les volets et notamment au niveau de la construction. On sait que la construction est très consommateur d'énergie, puisque la plupart de l'énergie est consommée dans le cadre de la construction, des constructions.
Qu'attendez-vous, vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure, qu'attendez-vous du plan de relance? Le trouvez-vous suffisant? 4 milliards d'euros, cette enveloppe, la trouvez-vous suffisante? Qu'en attendez-vous? Est-ce que vous attendez même un peu plus, peut-être? Alors aujourd'hui, elle est suffisante, cette enveloppe. Et d'ailleurs, dans cette étude révèle que la majorité des personnes interrogées la considèrent suffisante. Ils ne sont pas forcément bien informés, mais ceux qu'ils en connaissent considèrent que c'est suffisant. C'est un exploit en France de dire l'aide qui est accordée est suffisante. Donc sur ce sujet-là, je crois qu'il n'y a pas de doute. On le voit d'ailleurs, il y a quand même néanmoins un nombre de dossiers depuis le début de l'année qui a été constitué extrêmement important avec les particuliers, auprès des entreprises, puisque c'est un système de dossiers et je dirais de concours pour pouvoir bénéficier des aides de l'État pour refaire des établissements publics, hôpitaux, universités ou autres. Il y a un nombre de dossiers considérable. D'ailleurs, il y a probablement plus de demandes que d'offres possibles. Donc oui, c'est suffisant. Oui. Maintenant, ça va être dans la gestion de ce dispositif dans les mois à venir que l'on va voir si réellement on a bien capitalisé dessus. Merci beaucoup Fabio Rinaldi. Je le rappelle, vous êtes président du directoire de Big Mat France. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué ces enjeux, la rénovation énergétique des bâtiments. C'est l'heure de notre débat RSE. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Smart Impact, le débat RSE, quel est le rôle d'un directeur du développement durable? Pourquoi une organisation en a-t-elle besoin? Nos deux invités vont nous aider à comprendre la place qu'elles tiennent au sein de leur organisation. Elles sont toutes les deux responsables RSE. Claire Couturier, directrice RSE de SGS France, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner. Céline Savoie, responsable RSE du groupe Tessi, elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour Eva. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes toutes les deux membres du Collège des directeurs du développement durable, le C3D. Claire Couturier, pourquoi est-il important d'avoir un capitaine pour mener une stratégie RSE dans une entreprise ? Alors, l'important réside surtout dans le fait que les enjeux RSE pour une entreprise sont très variés, sont très complexes. Sont transverses, sont vraiment impactent l'ensemble des fonctions support, l'ensemble des opérations de l'entreprise, et y compris dans son offre de service. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui a une vue un peu d'ensemble et qui est en capacité d'animer tous ces enjeux avec les différents acteurs. En effet, Céline Savoie, c'est ça, le directeur RSE, le responsable RSE, chapeaute donc la direction RSE de l'entreprise, mais ça touche en effet à tous les secteurs, à toutes les branches. Ah, effectivement, quels que soient les secteurs d'activité. Et comme le disait Claire, on est vraiment sur une fonction ultra transverse. On a un rôle de pilotage, de mise en œuvre en fait, de l'ensemble de la démarche RSE du groupe pour lequel on travaille, effectivement. Claire Couturier, quelle place tient le directeur RSE dans la hiérarchie de l'entreprise? On sait que c'est dans les conseils d'administration que sont prises les décisions. Quelle place tient le directeur RSE à ce niveau-là? Chez SGS, que ce soit au niveau corporate, c'est-à-dire le groupe SGS au niveau mondial, ou que ce soit la direction, la gouvernance du groupe SGS en France, je fais partie du comité de direction, donc je siège avec l'ensemble des directeurs de division, l'ensemble des services support, pour vraiment participer finalement à la stratégie de l'entreprise et à toutes ces prises de position. Vous êtes vraiment partie prenante de la stratégie de l'entreprise. Vous êtes entendu de la même manière que le serait un directeur général ou Complètement. Ça fait vraiment partie du cœur de l'organisation d'avoir le directeur développement durable, RSE, dans le choix des décisions, pour animer tous ces sujets. Céline Savoie, ça c'est important en effet d'avoir sa voix dans le conseil d'administration, dans le conseil de direction, pour porter sa voix sur un sujet, comme on le disait, qui traverse un peu toutes les branches de l'entreprise. Très important dans la mesure où les messages doivent être passés. Comme je le disais tout à l'heure, on a un rôle de pilotage, mais on a aussi un rôle hyper important d'alerte et de rendre compte aussi des différents éléments des enjeux, notamment de l'entreprise en matière d'extra-financier. Donc oui, absolument, pour pouvoir être entendu, pour faire passer les bons messages, pour pouvoir alerter, pour pouvoir remonter aussi un certain nombre d'informations, c'est primordial. Tout à fait. C'est au directeur RSE, Céline Savoie, de sensibiliser la direction, les collaborateurs, tout le monde aux enjeux sociaux et environnementaux. C'est le premier rôle, c'est celui-là. Le premier rôle, c'est de sensibiliser, c'est de mobiliser, c'est d'alerter, effectivement, et ça passe par l'ensemble des activités de l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs, tout à fait.
Claire Couturier, on le disait, ça traverse un peu toutes les branches de l'entreprise. Comment ne pas empiéter, par exemple, sur le rôle des RH quand il s'agit, par exemple, des sujets plutôt sociaux, on va dire, les sujets moins environnementaux, plutôt sociaux. Comment les rôles, comment ne pas empiéter sur le travail des autres? En fait, chez SGS, on s'est organisé avec un réseau d'ambassadeurs RSE. On a dans chaque division, donc dans les opérations, mais également dans les fonctions support, un ambassadeur qui porte un sujet. Vous parliez des sujets sociaux, donc on va avoir quelqu'un qui est en charge de la qualité de vie au travail, notamment sur les sujets RH, de la problématique de diversité, de handicap. Et en fait, on travaille ensemble, en coordination, en bonne intelligence, avec l'ensemble des fonctions support. Et ça fonctionne très bien. On parlait avec Céline Savoie de sensibilisation. Évidemment, c'est la première chose à faire, c'est sensibiliser déjà, essayer d'engager tous ses collaborateurs dans cette stratégie. Comment on fait ça? Avec quels outils? Alors, en fait, nous, on a développé l'année dernière, depuis 2018 jusqu'à 2020, un grand programme de formation, de montée en compétence de l'ensemble des managers et des fonctions support sur les sujets du développement durable, que ce soit la problématique environnementale, la problématique sociétale. Et ensuite, on a aussi pour l'ensemble des collaborateurs construit un MOOC qui permet de présenter la démarche, qui permet d'identifier quels sont les sujets principaux chez SGS. C'est vraiment essentiel en fait que les personnes qui sont aujourd'hui acteurs de l'entreprise puissent comprendre comment ils peuvent agir eux-mêmes, parce que on l'a dit, les sujets sont vraiment sans fin, avec des impacts qui peuvent être très complexes. Donc du coup, il faut vraiment qu'ils comprennent, ok, moi je peux agir à tel niveau dans mon quotidien, dans ma fonction, que je sois dans une fonction support, que je sois dans un laboratoire chez SGS ou que je sois sur le terrain chez mes clients. Voilà comment je peux agir. Céline Savoie, vous êtes d'accord avec ça? En effet, le rôle du directeur RSE, c'est de sensibiliser. Ensuite, il y a aussi l'enjeu de la formation. Il faut former les collaborateurs à ces enjeux-là aussi. C'est là où on délègue. Oui, tout à fait. Alors, les outils sont divers et variés. Nous également, chez Tessie, on a créé un module de formation à destination des collaborateurs, nouveaux entrants et présents, pour sensibiliser aux engagements du groupe en matière de RSE et aux enjeux qui touchent les activités de l'entreprise, et aussi pour les aider à identifier quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en œuvre quotidiennement au sein de leur centre, localement. Ça aussi, c'est un sujet. Il y a des engagements groupes et puis il y a aussi des initiatives locales qui répondent à des problématiques locales. C'est hyper important qu'ils comprennent que c'est une dynamique de groupe, c'est une dynamique collaborative qui concerne tout le monde. En effet, il y a des enjeux. En effet, Claire Couturier, il y a des enjeux un enjeu plus global peut-être, et puis aussi un enjeu plus particulier, quelque chose qui relève peut-être de son rôle de citoyen aussi. Ça aussi, le collaborateur, il faut l'engager là-dessus, sur des petits gestes pour que lui, en fait, même lui, dans sa manière de vivre, s'engage sur ces sujets-là. Sur des petits gestes ou sur des gestes qui sont vraiment adaptés à son activité au quotidien. Par exemple, chez SGS, on va aussi bien avoir des activités de laboratoire et des activités aussi d'inspection, de certification. Eh bien, les enjeux d'un laboratoire sont plutôt des enjeux de gestion des déchets, d'efficacité énergétique, vous en parliez avec votre intervenant précédent. Et sur la partie inspection, par exemple, on va avoir plutôt des problématiques liées à de la mobilité, à du transport. Donc là, on est plutôt sur des sujets de voiture, d'optimisation des déplacements. En fait, il faut vraiment que l'on ait, même si l'ensemble des sujets, c'est l'empreinte carbone, en fonction des activités qui sont concernées, on va vraiment aller adapter les actions et les leviers d'action pour que les personnes se sentent concernées par les enjeux. Et puis c'est cette cohérence aussi qui est donc importante et qui fait que c'est valable. Je vais vous poser peut-être une question un peu compliquée. Quelles sont les qualités indispensables selon vous d'un directeur RSE? Alors moi je dirais... C'est pas pour vous lancer des fleurs. Non. Je dirais prendre beaucoup de recul sur les activités, être patient, être aussi tenace, humble aussi, parce qu'on arrive souvent avec beaucoup de sujets en nous, beaucoup de convictions, de passion, et il faut aussi entendre ce que nos collègues partagent, etc. Et puis être ambitieux. Céline Savoie, vous faites le même constat sur les qualités indispensables au directeur RSE? Tout à fait, la ténacité, c'est une des qualités primordiales. Il y a aussi beaucoup de flexibilité, il faut faire preuve de flexibilité et de rigueur en même temps, et puis d'écoute définitivement pour pouvoir comprendre les problématiques de chacun et les adapter aux différents enjeux. Mais il y a un point aussi que je voulais relever par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a de la sensibilisation et je viens de le dire, il y a de l'écoute aussi pour être en mesure de répondre aux différents besoins qui sont identifiés localement. Et c'est d'autant plus important que ce dont
dont on se rend compte, c'est que on sensibilise, mais il y a déjà une grosse partie en fait des collaborateurs qui ont déjà plein d'initiatives, plein d'idées, et il faut savoir les écouter pour pouvoir mettre en œuvre ou les aider à mettre en œuvre aussi ces initiatives. Claire, oui, et puis oui, en allez-y. Dernière qualité, je pense que la sensibilité fait aussi partie des qualités indispensables, différentes formes de sensibilité à ce titre de responsable RSE. Claire Couturier, vous avez un tout petit peu évoqué le sujet tout à l'heure. On parlait de ce contexte en effet particulier de crise sanitaire. Comment, selon vous, il nous reste une petite minute, je voudrais terminer là-dessus. Comment, selon vous, ce rôle de directeur RSE a évolué ces dernières années et peut-être même encore plus ces donc 2 dernières années avec cette crise sanitaire qu'on a vécue? Alors, ce qu'on a vu, nous, vraiment, dans l'évolution de mon positionnement, c'est, alors, en lien avec le contexte sanitaire, mais pas que, c'est surtout qu'il y a une de plus en plus forte demande de la part de nos clients que dans nos offres de services, on fasse la preuve aussi de nos engagements en matière de RSE. Donc ça, je travaille de plus en plus. Je trouve que le poste s'est transformé de transformation interne de l'entreprise vers transformation des offres de services pour accompagner nos clients dans leurs propres engagements RSE. Parce que c'était une demande de vos clients. Complètement, vraiment. Parce qu'ils sont dans la même démarche que nous, ils sont dans une démarche d'achat responsable, ils veulent s'assurer qu'ils travaillent avec des interlocuteurs et des prestataires qui les accompagnent dans leur propre démarche, que ce soit sur l'empreinte carbone, sur l'intégrité, sur l'économie circulaire. Donc il y a vraiment des sujets où, voilà, et là on travaille du coup avec les directions marketing, les directions commerciales, et c'est très différent que de travailler avec les acteurs en interne dans l'entreprise. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous sur le plateau Smart Impact, Claire Couturier et Céline Savoie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué ce rôle de directrice RSE. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, c'est celle d'Isabelle Voitier, fondatrice de You Deserve It. Bonjour. Bonjour. You Deserve It, ou comment redonner une chance à des jeunes déjà en perte de vitesse. Comment est né ce projet, Isabelle Voitier? Expliquez-nous. Alors, il est né justement en 2020, en pleine pandémie. Il est né de cette réalité, ce constat de voir une jeunesse qui n'a plus de visibilité sur l'avenir et qui, tout d'un coup, s'interroge. Même des personnes qui sont dans un contexte économique et social favorisé, enfin, je veux dire, qui est plutôt aisé, en fait, se retrouvent à déprimer. Et ça, c'était vraiment un constat auquel il fallait faire face et donner une réponse immédiate. Et donc, on est là pour les encourager à retrouver confiance en soi d'abord, un socle de développement personnel, mais aussi en fonction du nouveau marché actuel du travail qui a changé profondément, retrouver sa place dans la société. L'objectif, vous axez beaucoup, en tout cas quand on voit votre projet, sur cette notion de donner du sens. C'est ça qui vous intéresse aujourd'hui. L'objectif principal, on pourrait le dire, c'est celui-là, donner du sens à ces jeunes, donner du sens à ce parcours de vie. Tout à fait, c'est-à-dire que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir de nos nations, et ils ont en eux un potentiel, une richesse qui est peu exploitée. D'abord, ils ne la connaissent pas, et donc dans ce que nous proposons aussi, c'est comment déceler et révéler le potentiel et les compétences de chacun. Selon, je pense que vous le connaissez, le principe de Howard Gardner et des compétences multiples, et donc nous sommes déjà un bilan de compétences en fait avec eux. Exactement. Pour beaucoup qui ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où ils en sont. Exactement. On pose les bases, qu'est-ce que t'aimes Oui, puis il y a des outils pédagogiques pour cela, pour vraiment... En fait, on est avec plusieurs intelligences, plusieurs types d'intelligence, mais on en développe une de façon plus poussée. Parfois, les jeunes en sont conscients, parfois non. Donc, nous allons les aider à le conscientiser, à le développer, pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, en fait, sur le marché du travail. Quelles sont aujourd'hui alors vos missions concrètement? Comment vous les formez? Quelles formations proposez-vous? Alors, c'est des formations pour la confiance en soi, l'estime de soi, donc du développement personnel, des ateliers, des conférences. Il y a aussi tout ce qui concerne le socle de réussite que toute société apprécierait, c'est-à-dire des notions de leadership, de management, aussi comment viser un objectif et l'atteindre, développer un mental de gagnant. Il y a aussi tout ce qui est... dans les formations professionnelles, on leur donne un socle de possibilités sur ce qui est opérationnel et viable immédiatement, de manière à ce que
en fonction de leurs compétences, ils puissent choisir et avec une nouvelle visibilité sur leur avenir. Combien de jeunes suivez-vous actuellement? Alors actuellement, nous sommes sur plusieurs axes de mission. Nous avons plusieurs pays qui sont en demande. Alors nous sommes sur à peu près, on va dire, 150 sur un pays, 100 autres sur un autre. Mais avec la pandémie, on n'a pas pu voyager. Oui. Donc les missions ont été forwardées, mais c'est vrai que dans le contexte du partenariat avec différents pays, on va travailler avec le ministère de l'Éducation pour la réussite éducative, on va travailler avec le ministère de la Culture, parce que dans You Deserve It, on veut insérer la dimension culturelle comme un outil favorisant l'échange, le partage et l'expression. Parce que l'expression culturelle est très importante pour sortir un peu de tout ce qui est déprime et repli sur soi. On en a beaucoup parlé de la culture, on en a en effet besoin, Isabelle Voitier. Qu'est-ce que la crise sanitaire, selon vous, que nous vivons, a mis en exergue sur les besoins de cette jeunesse aujourd'hui? Alors la jeunesse a besoin de trouver sa place, elle a besoin qu'on compte sur elle. Ça veut dire qu'elle doit aussi prendre la parole. Et You Deserve It veut vraiment développer une jeunesse qui va comprendre les phénomènes de société, donner son opinion, qui va défendre ses droits, parce que c'est important effectivement de mieux comprendre ce qui se passe autour de soi pour mieux prendre place. Et nous voulons vraiment donner à cette jeunesse une occasion de bâtir aussi. Pas seulement d'être acteur, on va dire, de leur avenir, acteur de leur succès, mais aussi acteur dans leur nation. C'est une force vive. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils sont acteurs de solutions pour l'avenir et pour nos pays. Il faut leur montrer qu'on s'appuie sur eux aussi pour construire Exactement, l'avenir. qu'on a confiance en eux, qu'on a confiance en leur capacité de rebondissement, d'adaptation, parce que c'est pas facile, mais c'est possible. Mais c'est possible. Merci beaucoup Isabelle Voitier. Je rappelle, vous êtes fondatrice de You Deserve It. Merci de nous avoir accompagnés sur cette émission. Beaucoup. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. Merci à tous. Très bonne journée sur Bismart.